Vous avez un lien EduSign dans la présentation que je vais vous remettre en commentaire. Ça nous permettra de suivre les présences dans le visio. Alors, du coup, pour commencer un petit peu pour l'ordre du jour, alors au départ, on va parler d'ordre de grandeur un peu sur le secteur du bâtiment. On va faire quelques rappels sur le cadre normatif. Donc ça, en fonction de vos postes, je pense qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Après, on travaillera un peu sur comment on comptabilise l'impact des bâtiments et ensuite comment dès qu'on peut, des bâtiments en fait de la phase, vraiment de construction, comment on décarbone l'utilisation des bâtiments et comment on compte l'impact de l'énergie dans un bilan carbone. Donc là, en fait, on finira par quelque chose d'un peu plus technique à la fin. Et on finira par une petite conclusion. Donc, comme l'a dit Constance, vous pouvez poser des questions dans le chat ou vous pouvez, on est peu nombreux, donc en fait, vous pouvez aussi lever la main. Il y a l'option sur Google Meet. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. De toute façon, il n'y a pas de questions bêtes. Tout le monde, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Et puis le but, c'est que les visios soient le plus interactifs possible pour que ça apporte le plus d'informations possible à tout le monde. Donc, alors, sur la suite, sur les ordres de grandeur. Donc là, je commence par une première question. Est-ce que vous connaissez l'ordre de grandeur des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment en France? Alors là, du coup, je vais vous demander de voter dans le chat. Est-ce que c'est A, entre 10 et 20%, B, entre 20 et 30%, ou C, entre 30 et 40%? Alors, on a des premières réponses qui disent B, B, B. Donc, a priori, j'ai un B ou C, j'ai un C, et d'autres qui disent A ou B. Bon, il y a quand même un peu un alignement sur le B, avec quelques personnes qui ont répondu A. C'est pour ça que je voulais dire dans la réunion, ça pourrait être intéressant que vous fassiez remonter les critères. Ensuite. Alors, je me permets de couper les micros de ceux des bruits parasites qu'il y a derrière, si ça ne vous dérange pas. Et du coup, je vais vous donner la réponse. Donc, vous aviez raison parce que c'est entre 20 et 30%, donc la réponse B, mais seulement si on prend la partie utilisation. Et c'est entre 30 et 40%, en fait, si on intègre la partie construction. Et du coup, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. C'est cohérent avec ce que Constance vous a présenté la semaine dernière dans la première journée. Donc, Constance, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Hop, merci. Du coup, le secteur du bâtiment, c'est 153 mégatonnes de CO2 par an. Et du coup, il y a les premiers postes qu'on a en rouge, c'est généralement quand on présente le secteur du bâtiment, quand on présente les émissions de gaz à effet de serre en France, on parle souvent plutôt de ce qui est en rouge, c'est-à-dire l'exploitation des bâtiments et les émissions directes. Et quand on parle des émissions directes, on va parler de toutes les émissions d'énergie qui sont liées à de la combustion, donc à l'utilisation de gaz, de fuel, ce qui correspond un peu avec votre scope 1 dans le bilan carbone. Et aussi aux émissions de gaz fluoré et de fluides frigorigènes qui sont utilisés dans les climatisations. Et après, dans ce que Constance vous avait présenté la semaine dernière, vous aviez aussi ce qu'on appelait les émissions indirectes, liées à la production d'énergie. Donc ça, c'est une part aussi qu'on ne comptabilise pas forcément dans le secteur du bâtiment, mais qui est aussi à remettre dedans, finalement, qui est toute l'utilisation d'électricité liée au bâtiment et au réseau de chaleur. Et après, il y a toute la phase de production, de construction et d'équipement qui est cachée dans la partie industrie quand on parle des émissions de gaz à effet de serre en France et qui là correspond vraiment aux émissions liées à la production des matériaux de construction et des équipements qui vont rentrer dans la construction d'un bâtiment. Après, quand on rentre un peu dans le détail de d'où viennent ces émissions, donc la plupart des émissions liées à l'utilisation d'énergie, elles viennent à 60% du résidentiel et à 40% du tertiaire. On a un petit peu d'outils réglementaires qui sont liés à ça. Sur le résidentiel, globalement, c'est le DPE. Sur le tertiaire, c'est le décret tertiaire. Et après, sur la partie production, produits de construction et équipement,
Il y a 80% des émissions qui viennent des émissions en fait de la construction neuve, beaucoup. Alors c'est aussi lié parce qu'il y a et 20% seulement pour la rénovation. Donc là, comme ça, quand on a ce ratio 80-20, on peut se dire bah oui, c'est normal, il faut plus de matériaux pour une construction neuve qu'une rénovation. Je finis, Alix, et après je vous passe la main. Et du coup, sauf qu'en fait, c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, ce ratio, il est à peu près pareil aussi sur quelle est la part de construction et quelle est la part de rénovation en France. Et du coup, on n'a pas d'outils réglementaires sur la partie rénovation. Par contre, on en a sur la construction neuve. C'est notamment en fait la réglementation environnementale 2020 sur laquelle je reviens un peu tout à l'heure. Et du coup, je laisse la main à Alix pour la question. Oui, j'avais juste une question, sur le titre. Donc, je ne comprends pas bien parce que donc, le secteur du bâtiment, c'est 153 millions, c'est ça? Non, c'est des millions de tonnes, c'est ça? Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Et pourquoi alors tu dis l'empreinte? Ah non, c'est l'empreinte carbone totale. Ok, donc c'était pour. Ok, Oui. c'est bon, j'ai compris alors. C'était pour redonner en fait un petit peu qu'est-ce que ça pèse par rapport en fait à l'empreinte de la France et du coup en fait vers quel ratio on est. Et alors après, je reviens juste sur ce que tu disais à la fin. Donc 80% 20% rénovation, mais en fait, c'est pas le fait de construire des nouvelles constructions qui est émetteur, c'est qu'il y a plus de nouvelles, il y a 80% qui sont des nouvelles. En fait, c'est pas intéressant de rénover? Alors, si, c'est intéressant de rénover. Mais en fait, ce que je disais, c'est que là, en fait, on voit qu'il y a plus d'impact sur la construction que sur la rénovation. Mais c'est aussi parce qu'on fait beaucoup plus de construction neuve que de rénovation, en fait. On fait peu de rénovation encore aujourd'hui. Donc, si on augmente le nombre de rénovations, en fait, ces ratios, ils vont bouger. Donc, faut pas en tirer des conclusions trop fortes sur le sujet. J'y reviendrai sur l'impact de la rénovation tout à l'heure. Ok, merci. Et puis après, ce qui est à noter sur la partie bâtiment, et ce qui est très intéressant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos impacts, c'est que 80% des émissions, elles ont lieu sur le sol français et qu'il y a seulement 20% des émissions qui sont importées. Notamment parce que en fait, toute la partie utilisation, de toute façon, on sait en fait, utilisation d'énergie, c'est de l'énergie qui est émise, qui est utilisée sur le sol français. Et en fait, parce que la production de matériaux de construction et d'équipements, elle est beaucoup en fait, elle a lieu beaucoup sur le sol français. Donc, ça veut dire qu'on a la main sur ces émissions. Oui, Nathalie? Oui, moi, en fait, c'est Fabienne, on est ensemble. Je voulais savoir les panneaux photovoltaïques ou ces matériaux-là, et vous les intégrez dans quel niveau de calcul? Ils s'intègrent dans la partie produits de construction et équipement. D'accord. Merci. Oui, Antoine, du coup? Donc, on est d'accord que les émissions importées, les 20%, c'est le transport des matières qui arrivent sur le territoire français. Alors, c'est pas, en fait, la plupart des émissions ne sont pas liées au transport, mais aux matériaux en soi. C'est juste que c'est des équipements qui vont être produits en dehors de France. D'accord. Et en fait, sur un produit de construction et d'équipement, ce qui va peser, c'est avant tout, c'est la matière. C'est qu'est-ce que vous allez utiliser comme matière et quelle va être la transformation autour de cette matière. Et le transport, la plupart du temps, c'est peanuts, sauf si vous allez transporter du sable et des cailloux sur des milliers de kilomètres en fait, dans des gros camions. Là, le transport peut commencer à être non négligeable, mais généralement, en fait, c'est fait sur des courtes distances, sur ces éléments-là. D'accord. Donc, ces émissions importées, c'est effectivement sur la production de ces matériaux-là et pas Oui. sur le transport. Moi, Oui. d'accord. Le transport, c'est un faux sujet. On y reviendra la semaine prochaine, en fait. Ok. C'est souvent, si vous devez retenir quelque chose, c'est quand vous utilisez n'importe quel type de matière, que ce soit même de l'alimentation, c'est avant tout qu'est-ce que vous consommez qui est plus important que la partie transport. Ok. Merci. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je crois qu'il y avait Alix qui avait levé la main, mais je pense que. Oui, en fait, il a un peu posé la même question. Mais en fait, je voulais comprendre qu'est-ce que c'était quoi? Qu'est-ce qui est importé et qu'est-ce qui est fait en France?
Par exemple, en fait, quand tout ce qui est béton, par exemple, en fait, ciment, ça, c'est des choses qui sont faites très localement. Donc, du coup, ça, il y a aucun intérêt à faire du ciment dans un autre pays et après à l'importer en France parce que c'est lourd à transporter, parce que en plus, il y a des contraintes techniques qui font que de toute façon, en fait, du ciment, en fait, il faut toujours le faire tourner. Donc, on a intérêt à le faire très, très près. On a des cimenteries partout un petit peu sur le territoire qui nous permettent en fait de construire du ciment un peu partout et de faire du béton de manière en fait assez locale. Donc, c'est très, à part pour des choses très, très particulières comme des tunnels de la SNCF, sinon, le béton, il est généralement fait dans un rayon de 20 à 30 km de projet où il va avoir lieu. Donc, les émissions importées, ça va être plus sur des équipements. Sur des pompes à chaleur, certaines chaudières. En fait, là, on va avoir un peu plus d'importation et aussi sur des produits bois aussi. Pas tous, mais sur certains produits bois, il y en a beaucoup qui sont produits aussi en Pologne, donc, notamment, par exemple. Et du coup, juste à l'échelle individuelle, est-ce que vous savez, en fait, pareil, ce que ça représente le secteur du bâtiment? Est-ce que, en fait, sur nos 10 tonnes, est-ce que c'est 2,6, 2,36 ou 1,9 tonnes? Donc, réponse A, B ou C. Alors, du coup, là, j'ai beaucoup de réponses C, quelques B, mais globalement, vous êtes assez alignés sur la réponse C. Et du coup, si on passe à la slide suivante, Constance, on voit bien qu'en effet, c'est la réponse C. Et en fait, on retrouve, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle individuelle, en fait, on retrouve exactement la même chose. En fait, donc ça, c'est des moyennes. Donc, on voit qu'en fait, ce qui impacte beaucoup, c'est le gaz et le fioul. Donc, c'est comme ce qu'on voyait à l'échelle du pays. En fait, c'est vraiment l'utilisation d'énergie fossile pour chauffer les bâtiments. Après, c'est une part liée à la construction, une petite part liée à l'électricité, aux déchets, eau et au bois et chauffage. Mais du coup, en fait, on retrouve à l'échelle individuelle la même thématique. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on élimine la partie gaz et fuel, en fait, on tombe déjà à 1 tonne, en fait, juste pour ce poste. Donc, il y a quelque chose à faire sur la construction, mais l'enjeu, il est surtout sur l'exploitation. Oui, Antoine? Simplement, au niveau résidentiel, puisque c'est ce qui est le plus énergivore en termes de carbone, je pensais quand même que sur les maisons individuelles, le gaz et le fuel n'étaient pas forcément la source la plus utilisée. Je pensais que c'était l'électricité quand même. Donc c'est pour ça que je suis surpris, parce que le fuel, maintenant, il y en a de moins en moins, même sur les Il y en maisons a individuelles. de moins en moins, mais par contre, vous allez voir que le gaz, c'est la slide juste après, je vous donne le chiffre juste après, Ah, pardon. de pourcentage de logements qui sont chauffés au gaz, mais il y en a quand même pas encore pas mal. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus intensif en carbone. Donc, c'est pour ça qu'on le voit aussi beaucoup plus, même s'il y en a un peu moins que de l'électricité. Du coup, l'autre question? Donc, si on substitue les fossiles par le bois, est-ce que si c'était massif, est-ce que la production de bois française est suffisante pour éponger pour répondre aux besoins, ou est-ce qu'on se mettrait à importer du bois venant plus loin? Alors là, à date, si on faisait ça, là, tout de suite, là, maintenant, on serait obligé d'importer du bois. Pas parce qu'on n'a pas assez de bois, mais parce que notre filière bois n'est pas structurée. Elle manque de structuration, notamment pour faire du bois chaleur. On arrive à faire du bois construction. Ça, on est à peu près, la filière commence à vraiment avoir bien travaillé la chose. Par contre, le bois pour le chauffage, là, on n'est pas encore assez mature sur le sujet. Et je reprends aussi l'autre question. Bon, du coup, je dis Nathalie, même si je ne sais pas qui va poser la question.
Oui, oui, oui. Ma question, c'était, pour reprendre un peu la question de Joseph, si on utilise plus de bois, est-ce que l'impact carbone dans cette consommation plus élevée de bois, il intègre aussi la partie des arbres qu'on a coupés et qui du coup ne captent plus il y a moins de captation de carbone puisqu'on en coupe plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans le calcul de l'empreinte carbone bois, on intègre ça aussi? Alors, oui, oui, on l'intègre. Et alors, en plus, là, la question, elle est vraiment, par exemple, dans un bilan carbone, en fait, on ne compte jamais de négatif. Donc, il n'y a jamais de négatif. Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous utilisez du bois que vous allez compter la captation. Dans la partie, quand on calcule des impacts carbone dans une ACV pour le secteur du bâtiment, là, on va intégrer en fait le négatif, ça c'est pris en compte. Parce que du coup, ça fait du stockage long terme de carbone. Et après, en fait, la question, c'est surtout comment comment on gère la forêt et le bois qu'on va utiliser. Est-ce que c'est géré durablement? Et dans ces cas-là, si c'est géré durablement, normalement, on ne coupe pas les arbres, en fait, justement, avant qu'ils aient atteint un certain âge pour pouvoir favoriser le stockage carbone. Alors que si ce n'est pas géré durablement, du coup, là, du coup, on n'est pas sur des impacts. On va en effet enlever une capacité de stockage carbone. Mais même si on enlève une capacité de stockage carbone, là, du coup, en fait, même en enlevant ce cas-là, du bois reste quand même moins impactant que du béton, par exemple. Voilà. Est-ce que le gaz, c'est plus difficile à extraire? Enfin, Là, je parlais en construction. Parce que, en fait, le bois énergie, en fait, dans le cycle du bois, il y a plusieurs cycles en fait, et on fait rarement juste du bois énergie pour faire du bois énergie en fait. Enfin, on va pas couper des arbres pour faire du bois énergie. On va réutiliser des éléments en bois pour pouvoir construire une filière de bois énergie. Et c'est pour ça que cette filière aujourd'hui, elle est moins structurée que la filière de bois construction. Ok. Et du coup, ISEP, du coup, je suis désolée. Oui, c'est BAT en fait, oui. J'utilise mon compte de ISEP. En fait, j'avais juste une question parce que dans ma ville, on utilise en fait des idées de construire une usine de géothermie. Enfin, c'était déjà avant, mais ils viennent d'en refaire une nouvelle. Je me demandais, parce qu'il y a quand même des grosses constructions, quel est l'impact en fait de ce type d'énergie? J'ai demandé par exemple si notre résidence allait être accordée. On m'a dit bah oui, ça demande quand même des gros travaux en plus pour être accordé. Donc, je sais pas, je me demandais quel était l'impact carbone. Enfin, voilà. Alors, ça, je vous propose qu'on y revienne après parce qu'il y a une slide où je vous présente un peu l'impact carbone de tous les types d'énergie. Donc, comme ça, en fait, on pourra avoir la discussion à ce moment-là si ça vous va. Mais je note le point et si j'y pense pas, il faudra me reposer la question. D'accord? Merci. Alors, du coup, si on passe à la suite, donc, quelques chiffres clés quand même sur le bâtiment. Aujourd'hui, c'est le premier consommateur d'énergie en France. Donc, c'est 44% de la consommation française. Donc, en fait, c'est aussi un enjeu. Enfin, si quand on parle de réindustrialisation et aussi, par exemple, de déploiement de la voiture électrique, en fait, une des choses à faire, et ce qui était traduit dans plusieurs scénarios, par exemple, qui ont été faits par la RTE ou par l'ADEME en 2050, c'est avant tout, c'est réduire en fait la part de consommation énergétique qui est faite par le bâtiment. Parce que si on veut pouvoir changer d'usage sur d'autres aspects, il faut aussi réduire en fait, cette partie consommation sur les bâtiments. Donc, juste pour aussi donner une petite idée, il y a 36 millions de logements en 2018 en France et il y en a 51% qui sont construits avant 1975. Donc, ça, c'est aussi pour dire qu'en fait, notre parc, il est globalement assez ancien. Donc, on a beaucoup d'enjeux en fait, sur des sujets de rénovation parce que 75, la première réglementation thermique, en fait, elle a lieu en fait après le premier choc pétrolier, où on a commencé à se poser la question, à se dire ah oui, peut-être qu'on utilise un peu trop d'énergie et il faudrait peut-être qu'on essaye de réduire. Donc, ça veut dire que la plupart des logements qui ont été faits, enfin la moitié des logements qui ont été faits sans réfléchir, en fait, sans une conception et sans réfléchir en fait à la consommation d'énergie qu'il pouvait y avoir derrière.
Un salarié français, ça c'est juste pour donner une petite idée, ça consomme annuellement l'équivalent d'un congélateur, donc 363 kWh par an. Et du coup, pour répondre à la question sur la partie gaz, il y a encore 46% des bureaux qui sont chauffés au gaz et 41% des logements. Et contrairement à la croyance, c'est pas parce qu'un logement est ancien qu'il est chauffé au gaz. En fait, il y a beaucoup de logements qui ont été construits, par exemple, vers 2012, ont été construits au gaz parce que la réglementation favorisait le gaz. Donc, les réglementations influent aussi un petit peu sur les sources d'énergie qui sont utilisées lors des constructions. Et à noter aussi, c'est qu'on a de plus en plus de consommation électrique spécifique, donc liée à la climatisation et à tous les autres usages pour tout ce qui est tertiaire entre 1990 et 2016. Donc, c'est un enjeu aussi de maîtriser les autres consommations. Aujourd'hui, en fait, il y avait beaucoup de focalisation en fait, sur le chauffage parce que généralement, en fait, plus un logement est ancien, plus il va consommer en chauffage. Mais en fait, plus on travaille sur l'efficacité énergétique du chauffage, plus les autres enjeux sont ailleurs. Et donc, ils sont dans la production d'eau chaude sanitaire, ils sont faits aussi dans ce qu'on appelle les autres usages de l'énergie, y compris en fait la climatisation et en fait tout ce qu'on utilise aussi, tous les équipements qui sont branchés en permanence. Donc, c'est aussi pour dire que plus on travaille sur le sujet, et plus, en fait, du coup, on aura des pistes d'amélioration sur des choses qu'on ne regarde pas aujourd'hui également. Donc, si on passe à la slide suivante, ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que nous dit notre stratégie nationale bas carbone sur le secteur du bâtiment. Donc, l'objectif, c'est de passer en 2030 à 96 mégatonnes équivalent CO2 et en 2050 à 16 mégatonnes équivalent CO2. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, 16 mégatonnes équivalent CO2 par an par rapport aux émissions en fait, globales de la France, c'est-à-dire que le bâtiment, ça devient juste un tout petit trait. Et quand on regarde en fait, un petit peu où est-ce qu'on doit, comment on doit décarboner, parce que la SNBC nous dit ça, en fait, elle nous dit finalement, sur la partie produits de construction et équipement, il faut diviser par 5. Par contre, sur la partie exploitation, il faut diviser par 16. Donc, en fait, on voit que l'effort demandé n'est pas le même en fait, en fonction de là où on se situe, en fait, là où on travaille. Donc, il y a vraiment un enjeu déjà de diminuer l'impact de la consommation d'énergie. Et après, de aussi également travailler sur cette partie produits de construction. Mais d'abord, c'est travailler sur l'énergie. Oui, Antoine? Alors c'est ambitieux parce qu'effectivement, quand on retrouve les prix, les réductions en 2030 par rapport au décret tertiaire et tout ce qui est fluide, donc on retrouve bien les 40% de 2030. Et ensuite, ça se décline le décret tertiaire avec 2040, 50% et 60%, mais toujours sur la base de référence de l'année référence. Et là, on est à du 90%. Donc, je ne vois pas avec des constructions neuves, même avec des matériaux, comment on pourra atteindre 90% par rapport à l'année de référence, quoi. Mais ça me paraît parce que là, vous comparez de l'énergie et du CO2. Oui, non, mais même par rapport à la construction et ce qu'on a vu tout à l'heure sur le résidentiel et sur les programmes qu'il va y avoir en France sur le bâtiment, même avec des bâtiments tertiaires ou résidentiels avec décarbonés ou quoi que ce soit, même les matériaux et les avancées, elles sont pas à ce niveau-là. On n'économisera pas 90% par rapport à l'année de référence de 2019. Hein. Bon, ça me paraît utopique, hein, mais en fait, c'est là parce que ce que je vous dis, si en fait vous avez un bâtiment, admettons, qui consomme 100 kWh aujourd'hui. Donc, il consomme 100 kWh et aujourd'hui, admettons, il utilise du gaz, on va dire. Donc, si en fait il utilise du gaz, en fait, il va émettre à peu près du coup 35 kg CO2 équivalent sur l'année, sur sa consommation.
si vous baissez la consommation de ce bâtiment de 60%. Ouais. Du coup, il n'utilise plus que 40 kWh par an. Non, mais ça, c'est des calculs. Ce que je veux dire, c'est que connaissant pas mal, je dirais, le secteur du bâtiment, ce que je veux dire, même dans les avancées des matériaux, j'intègre bien l'exploitation des bâtiments, émissions directes et indirectes, et les produits de construction et équipements. J'intègre tout ce phénomène et je ne reviens pas sur les fluides. Je disais simplement le parallèle par rapport au décret tertiaire sur la première année, qui est un chiffre qui est cohérent par rapport à ces économies-là et ces enjeux de l'empreinte carbone. Ce que je disais, c'est que 90, même d'ici 2050, par rapport à l'année de référence, le gap, il se fera pas. Mais après, on verra que ces choses-là, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais ça, c'est des calculs théoriques, mais on n'arrivera pas à économiser sur une exploitation de bâtiment de 83 mégatonnes. On n'arrivera pas à 5. Ou pareil, comme pour les trucs de construction, de 50 à 10, c'est-à-dire 1 pour 5. Ça veut dire qu'on est sur une innovation de matériaux et de choses qui sont totalement inédites, quoi. Mais ça, c'est mon avis. Après, voilà, après je me trompe peut-être, mais En fait, j'espère. là, ce que vous comptez pas, c'est que déjà, alors moi sur la partie énergie, pour moi, c'est complètement faisable si on réduit Oui, notre consommation d'énergie et si on arrête d'utiliser de l'énergie fossile. En fait, les ordres de grandeur sont bons. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à arrêter d'utiliser de l'énergie fossile? Et sur la partie produits de construction et équipement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas il y a en effet qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux, mais il y a aussi en fait comment cette production de matériel va se décarboner. Et en fait, ce que vous voyez, le gap entre le 50 mégatonnes et le 33, globalement, en fait, d'ici 2030, l'idée, c'était dans la SNBC, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériaux, comment on peut changer les matériaux qu'on utilise. Et ensuite, du 33 au 10, c'est comment on décarbone la production en fait, des matériaux qu'on va faire. Parce qu'eux-mêmes vont décarboner la manière dont ils se produisent en fait. Et donc, c'est pas de dire, quand on passe de 50 au 10, c'est pas de dire on va complètement inventer des nouveaux matériaux. C'est de dire, en fait, on va aussi décarboner, toute la société va se décarboner en fait. C'est ça qui est pris en compte dans la SNBC. Alors après, est-ce qu'on va y arriver? Ça, la slide juste après vous montrera justement où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on respecte ce qu'on a dit ou pas. Du coup, merci. Louis-Joseph avait également une question. Pardon. Vas-y, Louis-Joseph. Alors, le micro est éteint. Je n'entends pas. Oui. Mon point était sur les produits de construction. Donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, le gros impact, le gros enjeu, c'est décarboner la production de ciment. Donc, ça, c'est pour répondre à l'innovation. Mais mon point il était un peu plus particulier. On sait qu'il y a une crise du logement en France, par exemple, et que donc il va falloir qu'on construise beaucoup de logements, donc soit en rénovation, soit en construction pure. Et est-ce que du coup, ça va produire un pic dans la consommation, ou est-ce que cette consommation, elle est faite avec un amortissement sur 30 ans? Tu vois, est-ce que les 153, ils sont calculés en émissions brutes, ou est-ce qu'ils sont, chaque nouvelle construction ou chaque nouvelle rénovation est étalée sur 30 ans, comme ce qu'on a discuté la semaine dernière? Oui, alors là, c'est du brut. Là, c'est du brut, mais par contre, quand on fait du calcul, en fait, généralement, on amortit. Mais là, c'est du brut par an, en fait. Et donc, après, comme un logement, ça met aussi plusieurs années, entre le moment où on compose, en fait, où on commence à creuser, et le moment où le bâtiment est vraiment livré, généralement, il se passe plutôt 1 ou 2 ans. En fait, ça étale aussi un petit peu cette phase de construction. Oui, mais un étalement de 3 ans, c'est la même chose qu'un étalement de 30 ans. Du coup, si on construit beaucoup entre 2019 et 2050, alors, je suis d'accord que les premiers bâtiments seront de toute façon étalés, mais les derniers, ce qu'on va faire en 40-50, ils vont impacter le 16 violemment, alors qu'en fait, ils vont bénéficier sur les 30 années. Oui, après, est-ce qu'on va construire vraiment beaucoup? Actuellement, on est dans une crise, mais quand on regarde les perspectives qu'il y a en fait, sur le logement et sur les besoins de logement en France,
généralement, en fait, on estime qu'en 2040, on atteint un pic de population en France et qu'après, du coup, le besoin de logement va diminuer. Il y a débat. Bon, j'arrête là. Ok. Et Nathalie, du coup, enfin, ou non, qui avait une question? Alix, je ne sais plus. Désolée. Qui Non, avait- c'était pas effectivement, moi, c'était sur la question du logement et peut-être que, enfin, je trouve que l'enjeu, il n'est pas tant sur le logement, effectivement, que sur les activités autres, les activités tertiaires, de développement de bâtiments industriels, etc. Et en fait, effectivement, à un moment donné, le logement, on va arriver à un stade où, même s'il y a encore des gens qui seront pas logés ou mal logés, mathématiquement, si on a une approche mathématique pure, ça rentre. Mais le développement, il va surtout être sur du tertiaire et du secondaire, en fait, à mon sens. Et l'enjeu, il est là. Oui. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, dans d'autres dans d'autres promotions climat qu'on fait en fait plus dédiées du coup au secteur du bâtiment, on a un intervenant qui vient présenter une étude qu'il a faite où il montre en fait où il part du principe justement en fait est-ce qu'il y a besoin de construire par exemple des nouveaux bâtiments en Île-de-France. Et est-ce qu'il y a besoin de nouveaux bureaux? Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux logements? Donc, si ça vous intéresse, on vous l'enverra aussi en lien pour creuser cette question-là. Ok, merci. Alors, donc pour la suite, sur la SNBC. Donc, où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui sur les grands leviers qui ont été, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est d'abord réduire les consommations du secteur, faire de la sobriété et de l'efficacité énergétique, ne plus utiliser d'énergie carbonée et utiliser des produits de construction et équipements qui sont biosourcés, géosourcés, réemployés. Donc ça, c'est les grands leviers qui ont été modélisés par la SNBC. Du coup, on voit aussi que forcément, ces émissions, elles sont pas. On parle en fait d'une réduction de moins 40% en 2030 par rapport à 2015, mais en fait, on voit que déjà, que par rapport à entre 90 et 2015, ces émissions, elles sont très variables en fait dans le temps, parce qu'il y a forcément une question qui est liée déjà à la saisonnalité en fait et au côté météo en fait de l'année. Donc, il faut relisser aussi ces émissions par rapport à la météo et par rapport aux crises que suit le bâtiment. Et si on regarde un petit peu plus en détail sur la slide suivante de où est-ce qu'on en est, du coup, aujourd'hui, on a, sur le tertiaire résidentiel et par rapport à notre budget carbone 2015-2018, en fait, entre 90 et 2017, on a fait moins 3%. On a globalement baissé sur le résidentiel, moins 14%, et on a fait plus 19% sur le tertiaire. Et par rapport au budget 2015-2018, en fait, on a une augmentation de 40 mégatonnes quasiment, et notamment parce qu'on n'a pas rénové autant que ce qu'on souhaiterait. Et en fait, c'est là où on prend du retard, c'est vraiment sur ce côté rénovation, où on n'arrive pas en fait à mettre encore le curseur sur la rénovation. Anaïs, tu avais une question du coup? Oui, pardon. En fait, oui, ma question, c'est j'avais vu sur un post LinkedIn d'un expert qui travaille sur justement la décarbonation, justement sur la partie du bâtiment, que du coup, on n'avait pas du tout atteint entre 2022 et 2024, justement ce qui était nécessaire pour atteindre en 2050 les objectifs de la SNBC, parce que ce qui est mis en place par l'État au niveau de la décarbonation et de la rénovation n'est pas, je sais pas s'il y en a certains qui ont déjà essayé de la rénovation mise en place par l'État, mais concrètement ça ne marche pas. Et donc c'était juste ma question par rapport à ça, quoi. Est-ce que est-ce qu'il y a des chiffres qui sont actualisés par rapport à ça pour rester dans la tendance et atteindre les objectifs 2050? En fait, alors chaque année, en gros, globalement, ils accentuent en fait en disant il faudra qu'on rénove et puis un nombre de logements qui devient de plus en plus important. Et chaque année, ça prend du retard. Alors, ça a pris aussi beaucoup de là, il y a quand même un enjeu, notamment chez des gens qui ont beaucoup de logements comme les bailleurs sociaux. Là, c'est vraiment quelque chose qui
qui commence qui est de plus en plus prégnant dans leur stratégie. Et notamment aussi, en fait, avant, ils avaient une stratégie de réduction de la consommation des logements, alors que maintenant, ils ont de plus en plus une stratégie de réduction de l'impact carbone de leur logement. Donc disons qu'il y a un changement un petit peu d'état d'esprit sur le sujet. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui est le parc social, qui quand même représente une part importante en fait, du parc de logement en France. Sur le parc privé, clairement, c'est un vrai sujet en fait. Qui a accès aux aides, comment y avoir accès, est-ce qu'on cible les bonnes personnes? Il y a des expérimentations en fait qui sont faites un petit peu tous les ans. Là, avec les discussions budgétaires qui étaient en cours, en fait, il y avait beaucoup d'aides à la rénovation qui étaient supprimées. Donc, je dirais que c'est pas, on n'est pas encore, on n'a pas encore trouvé la bonne équation sur ce sujet pour bien accélérer les rénovations. Et aussi, les acteurs du BTP n'est pas prêt pour travailler sur ce genre de choses aussi. Là, on travaille aussi, nous, beaucoup avec des architectes, des bureaux d'études, des constructeurs, et eux non plus avaient pas, en fait, ils étaient habitués à faire du neuf, et ça, ils savaient très bien faire. Par contre, faire de la rénovation, c'est autre chose, et il reste encore, il manque encore un cadre normatif un peu sur ce sujet de la rénovation. Il y avait Louis qui avait également une question. Oui, merci. Sur la hausse des budgets entre 2015 et 2018, le plus 12,2, plus 12,4%, il est toujours porté par le tertiaire. Et il y a toujours une réduction du résidentiel où la tendance, elle s'est un peu inversée sur ces… Le résidentiel a un peu stagné et le tertiaire a un peu commencé à baisser. Mais Ok. globalement, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu la mise en place du décret tertiaire. Hein. C'est pour commencer à travailler sur justement les consommations du tertiaire. Et Nathalie, du coup? Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse autour des acteurs du bâtiment. Je trouve qu'au contraire, on a depuis quelques années une évolution des prises de conscience, que ce soit des BET, que ce soit des architectes, que ce soit des sociétés qui travaillent sur l'isolation thermique, l'isolation acoustique, où là, on a beaucoup de bureaux d'études qui se sont développés, et aussi sur de la revalorisation de matières utilisées dans le bâtiment. Par contre, effectivement, qui tire la ficelle, en tout cas sur le parc privé, ce sont beaucoup des promoteurs en fait. Et c'est effectivement le promoteur versus bailleurs sociaux qui fait qu'à un moment donné, on a la commande, elle n'est pas la même, quoi. En tout cas, ce qu'on met derrière les enjeux qu'il y a pour des bailleurs sociaux et les enjeux qu'il y a pour des promoteurs, ce ne sont pas les mêmes. Et du coup, on ne va pas aller solliciter les acteurs du bâtiment, les bailleurs sociaux et les promoteurs ne vont pas aller solliciter les acteurs du bâtiment de la même manière, avec la même commande auprès d'eux, quoi. Quand je parlais du parc privé, pas des promoteurs, pas du neuf, en fait, de la rénovation. Ouais. Parce que sur le neuf, je suis d'accord avec vous. Là, l'enjeu n'est pas du tout le même. Mais du coup, sur la rénovation, c'est plus des individus, en fait, donc du coup, qui n'ont pas en fait la formation. Et chez les promotes, il y en a certains qui commencent à avoir, qui se sont engagés. Il y en a, ça existe vraiment des promoteurs qui sont vraiment engagés et qui ont un cahier des charges en fait, spécifique pour pour travailler que sur des projets qui ont du sens, etc. Donc c'est pas la majorité encore, mais là ça commence à arriver, ce qui permet d'avoir un alignement, justement parce qu'en effet les capacités financières sont pas exactement les mêmes entre des bailleurs sociaux et des promoteurs, et du coup, clairement, ils n'ont pas la même manière de demander des choses ensuite à leurs équipes. Alors, du coup, si justement, on va attaquer un peu la partie cadre normatif. Donc là,
je suis partie du principe que vous aviez tous des niveaux un peu hétérogènes sur le sujet. Et donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui connaissent très bien, il y en a qui connaissent un peu moins bien. Donc, juste pour réexpliquer un petit peu. Donc là, je me suis intéressée que un peu à la partie tertiaire. J'ai laissé le côté DPE, logement, parce que du coup, nous, on s'intéresse plutôt à des bâtiments que vous pouvez gérer. Donc, juste pour dire que sur le neuf, il y a une réglementation qui a été mise en place, comme son nom ne dit pas, parce qu'elle s'appelle Réglementation environnementale 2020, mais elle a été mise en place au 1er janvier 2022, qu'oblige en fait à faire un bilan carbone. Donc, en fait, c'est de manière plus juste, c'est une analyse de cycle de vie, mais c'est surtout sur la partie carbone qu'on a des objectifs pour tous les bâtiments qui vont être construits. Et donc, ça implique en fait d'avoir des seuils à la fois sur la partie construction et à la fois sur la partie utilisation. Et cette réglementation, elle est progressive. Elle est progressive dans sa mise en place. En fait, au départ, c'était que les logements, puis après, ça a été le tertiaire, bureau et enseignement primaire et secondaire, et puis les enseignements de recherche en 2023, ainsi que les extensions. Et elle est progressive aussi dans les seuils qu'elle va mettre en place. Donc, il y a des seuils en fait qui sont prévus jusqu'à 2030. Et là, on va arriver en fait au 1er janvier 2025 à la premier durcissement des seuils. Et durcissement, à partir de 2025, normalement, on ne peut pas construire un logement, en tout cas un logement neuf au gaz, en fait, qui utilise du gaz, c'est plus possible. Ça passe pas avec les seuils. Ou alors, sinon, il faut avoir fait d'énormes efforts à côté. Et ça valorise beaucoup en fait l'utilisation des matériaux biosourcés, du coup pour changer en fait aussi les pratiques constructives. Et ça met en place aussi un indicateur de confort d'été pour limiter la climatisation. Sauf que bon, ça c'est intéressant, mais le parc en fait il se renouvelle que de 1% par an. Donc en fait, c'est pas en travaillant en fait sur la partie neuve qu'on va réussir à seulement atteindre nos objectifs. Ensuite, du coup, sur le décret tertiaire, ça, a priori, normalement, vous êtes tous plus ou moins concernés. Donc, l'objectif, c'était issu de la loi Elan et c'était de réduire, en fait, la consommation énergétique du parc tertiaire. Donc, d'abord, c'était par rapport à 2010, mais en fait, bon, chacun fixe son année de référence. De faire moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc ça, c'est quand on est en réduction par rapport à son année de référence, mais on peut aussi fixer des seuils en absolu, notamment si on a des bâtiments qui sont assez récents. Et ça, bon, les bâtiments, ça concerne surtout les bâtiments dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m². Mais bon, ça, c'est un tour un peu compliqué parce que les laboratoires de recherche en sont exclus. Et puis, s'il y a deux bâtiments qui partagent un même système de chauffage, du coup, ils doivent être quand même considérés ensemble. Donc, ça, je suppose que normalement, vu les obligations, vous avez déjà tous déposé quelque chose sur le décret tertiaire. Ce qui est intéressant, là, ça sera d'aller remodéliser le plan d'action que vous avez prévu sur la partie décret tertiaire, de la remodéliser ensuite dans le plan d'action de votre bilan carbone pour voir si en fait il y a un alignement entre le plan d'action du décret tertiaire et le plan d'action du bilan carbone. Parce que ce qui est intéressant de regarder là, c'est de parler de la réduction de la consommation d'énergie versus en fait la réduction de vos émissions de CO2. Parce qu'il peut y avoir une décorrélation entre les deux. Oui, Alix. Oui, une question bête, mais tu dis qu'on a tous déposé quelque chose. Est-ce que dans mon bâtiment, c'est mon propriétaire qui aurait fait ça? Vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment? Non. Ok. Alors, si vous n'êtes pas propriétaire, oui, normalement, c'est votre propriétaire qui l'a fait. D'accord. Vous pouvez lui poser la question, d'ailleurs. Ok. D'accord. Parfait. Merci. Oui, Alessandra? Déjà, pour répondre, en fait, la responsabilité est partagée entre le locataire et le propriétaire. Oui. Donc, si votre propriétaire ne fait pas d'action, vous pouvez aussi prendre le relais. Nous, on a fait nos déclarations opérates. On s'est mis fin 2021, c'était speed, mais on a réussi à respecter les obligations. Comme on parle du cadre normatif, en fait, moi, j'ai une question qui revient à chaque fois de la part de ma hiérarchie.
Donc moi, je Oui. pars du principe que la stratégie bas carbone, en fait, elle doit être appliquée. Elle fait partie de tout ce qu'on doit prendre en compte, mais je vois qu'ils sont beaucoup plus réactifs par rapport à des décrets tertiaires plutôt qu'aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, quel est le poids de cette stratégie nationale bas carbone par rapport à une loi, par rapport à un décret? C'est une question super bête. Ouais. Mais parce que pour Non, mais- l'instant, moi, j'ai trouvé la solution pour présenter la chose et qu'il y a dans la stratégie nationale bas carbone, il y a des orientations sectorielles et que donc il y a des orientations pour les bâtiments et ça coïncide avec pas mal de points avec le décret tertiaire. Voilà, Alors, je m'arrête ici. oui. En fait, la stratégie nationale bas carbone, c'est pas une norme en soi. En fait, elle n'a aucune obligation réglementaire. Elle donne en effet des orientations et en fait, qui se traduisent ensuite généralement dans la loi. Donc, on a la loi Élan, la loi pour la croissance verte. En fait, tout ça, c'est des lois en fait qui sont alignés avec la stratégie nationale bas carbone. Et il y a d'autres lois qui peuvent être en complète opposition avec cette stratégie nationale bas carbone. C'est pour ça que le Haut Conseil, il y a un Haut Conseil pour le climat qui chaque année écrit un rapport pour dire si on est plutôt dans la bonne direction pour atteindre nos objectifs ou si on est plutôt ou si on est en train de dériver et si le cadre normatif va dans le bon sens. Donc ça justement c'était la traduction de grosses réglementations qui découlent de la SNBC. Mais techniquement la SNBC n'impose rien en effet. C'est vraiment ça. Oui, Julie? Oui, Marine, j'avais une question sur les bâtiments partagés. Comment est-ce qu'on fait vis-à-vis des bâtiments partagés? Je n'ai pas bien compris ce que vous aviez dit. Alors, les bâtiments partagés, en fait, ce que je dis, c'est que, sur la partie des critères tertiaires, je ne sais pas ceux qui ont fait le travail, s'ils l'ont fait tout seuls ou s'ils se sont fait accompagner par quelqu'un. Par exemple, je ne sais pas, Alexandra, est-ce que vous étiez fait accompagner par quelqu'un ou pas? Oui, on a pris un AMO. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, souvent, c'est très compliqué. En fait, là, on vous a mis un petit rappel de qu'est-ce que c'est qu'en fait un bâtiment tertiaire. Et en fait, la définition, elle n'est pas si simple que ça. En fait, si je vous donne une définition simple, c'est un bâtiment qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui est concerné par le décret tertiaire. Mais en fait, il y a plein de cas particuliers. Est-ce qu'il y a des labos de recherche à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des... les bureaux, ça rentre dedans, les crèches aussi, les restaurants d'entreprise. Et la question du 1000 mètres carrés, en fait, elle est aussi dépendante de est-ce que vous avez deux bâtiments qui font 500 et 500 et qui ont un système de chauffage commun. Dans ces cas-là, on peut considérer qu'ils font 1000. Donc, c'est assez compliqué d'établir qu'est-ce qu'est une surface qui est éligible au décret tertiaire. Et en fait, là, le conseil, c'est surtout faites-vous accompagner, quoi. Parce que c'est un vrai sujet. Et qu'en plus, même si en plus vous êtes éligible, il faut construire un plan d'action qui soit crédible. Donc, du coup, si vous n'êtes pas spécialiste, faites-vous accompagner. Et du coup, il y avait aussi Anaïs qui, dans le chat, avait envoyé aussi le décret BAX. Donc, en effet, on ne vous a pas mis toutes les réglementations en lien avec le bâtiment. C'est sur l'automatisation et le contrôle des bâtiments. Donc, c'est un décret qui vise, en fait, en tout cas, favorise, qui impose l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments quand il y a un certain usage qui a été fait. Et donc là, en fait, de toute façon, c'est complètement aussi aligné généralement avec les mises en place de ce qu'impose le décret tertiaire. En fait, ce décret, il vient un peu continuer ce qui était dans le décret tertiaire. On n'a pas été forcément exhaustif. Je vois que le temps passe un petit peu, donc je vais essayer d'accélérer sur la partie impact. Donc juste pour vous expliquer comment on compte un peu l'impact du bâtiment dans le bilan carbone. Donc, dans le bilan carbone, on va compter l'impact du bâtiment. Donc, tout ce qui est utilisation, en fait, d'énergie. Si c'est de l'énergie fossile, ça va aller dans le scope 1. Si c'est de l'électricité, ça va aller dans le scope 2. Donc, vous avez forcément, pour un bâtiment, du scope 2, de l'électricité, parce qu'il y a plein d'usages qui sont forcément électriques, comme la clim, comme l'éclairage, par exemple. Et après,
ça peut être soit du scope 1, soit du scope 2, en fonction de si vous utilisez de l'électricité ou des énergies fossiles pour vous chauffer. Il y a aussi dans le scope 1 tout ce qui est utilisation des climatisations, enfin en tout cas les gaz qui sont issus des climatisations. Et ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver en fait dans vos opérateurs de maintenance, dans des CERFA. On vous enverra le numéro en coaching. Donc normalement, en fait, à chaque fois qu'il y a une opération de maintenance sur climatisation, vous récupérez un CERFA qui vous donne quel est le poids des fluides frigorigènes qui ont été émis. Et après, on compte dans le scope 3, donc plutôt en émission indirecte cette fois, la construction et la rénovation. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour calculer. Soit, en fait, vous avez fait construire votre bâtiment, il est récent, et du coup, il est soumis à la RE 2020, et il y a une ACV qui a été faite. Et dans ces cas-là, on utilise l'indicateur changement climatique pour la partie IC construction, qui est multiplié par la surface du bâtiment. Donc ça vous donne l'impact de la construction du bâtiment. Si vous n'avez pas cette information-là, du coup, on utilise les facteurs d'émission qui ont été faits par l'ADEME, qui sont par typologie de bâtiment, qui sont un peu anciens, donc qui sont un peu moins précis. Mais voilà. Et après, il y a deux cas. Soit, en fait, si on est en méthodologie française, du coup, on amortit, en fait, donc en BGES, on amortit, en fait, la construction ou la rénovation sur la durée de vie du bâtiment. Donc, soit on l'amortit en fait sur la même durée qu'en comptabilité, soit on l'amortit sur 30 ans pour les constructions neuves, 15 ans pour tout ce qui est rénovation lourde. Donc là, c'est tout ce qui va plutôt être de l'ordre où on va toucher à la structure, enfin en tout cas à des produits de matériaux qui sont très impactants, la façade, etc. Ou 5 ans pour des rénovations légères. Et quand on parle de rénovation légère, on va parler en fait si vous changez des cloisonnements, si vous refaites un sol, si vous refaites un coup de peinture, ça c'est ce qu'on va appeler des rénovations légères. Ça, on reverra ça en coaching avec chacun d'entre vous. Oui, Alexandra? Juste une question. Oui. On fait une rénovation assez importante, mais pour les systèmes, donc tout ce qui est chauffage, ventilation. Ouais, ça rentrera dans la rénovation lourde également, pour tout ce qui est équipement, parce que c'est assez impactant. Ok, donc juste, alors là, pour vous redonner un peu des impacts sur le cycle de vie du bâtiment, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui va peser et à quel moment. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, et du coup qui a été faite sur un bâtiment qui est un bâtiment de bureau. Donc généralement, en fait, l'ordre de grandeur, c'est de dire à la construction, en fait, on a 900 kg CO2 par mètre carré qui sont émis. Puis après, en fait, il y a toute une phase d'exploitation, c'est la partie noire. Tous les 4,5 ans à peu près, en fait, on va remettre en place, enfin, on va faire un petit rafraîchissement, on va refaire un peu de peinture, on va changer un sol. Tous les 9 ans, on va faire une rénovation. Donc là, c'est-à-dire qu'on va vraiment introduire des nouveaux matériaux. Il y a vraiment des choses qu'on va changer de manière durable. Et ainsi de suite pendant un cycle, jusqu'à peu près 27 ans, où là, on fait une restructuration complète du bâtiment. Donc, restructuration complète, c'est-à-dire qu'en gros, globalement, on garde à peu près la structure, mais on change globalement tout le reste du bâtiment. Donc, en fait, on désosse complètement le bâtiment et on change tout, les façades, etc. Donc, ça, c'est vraiment une rénovation lourde. Et du coup, si on fait le total sur toute la durée de vie d'un bâtiment, du coup, qu'on voit sur la slide suivante sur 50 ans, en fait, là, on se rend compte que au total, on a émis à peu près 4 tonnes de CO2 par mètre carré et qu'en fait, ça, donc j'ai oublié de préciser, mais c'est sur un bâtiment qui est neuf et du coup, on obtient 2,3 tonnes de CO2 pour les 4 travaux et 1,6 pour l'exploitation. Ça veut dire qu'en gros, pour tous les bâtiments récents, en fait, l'enjeu, il va être plutôt sur la construction parce qu'on voit qu'en fait, c'est une phase qui prend de plus en plus de place. Et en fait, autant pour les bureaux, on est proche en fait on est encore assez proche du 50-50, enfin on est sur du 60-40, autant par exemple sur des logements, en fait, ce ratio il est à 75% pour l'impact sur la construction. Donc en fonction du type de bâtiment que vous regardez, vous n'allez pas essayer de faire la même chose. Si vous avez un bâtiment ancien, vous savez travailler sur la phase d'exploitation. Si vous construisez en neuf, il
faut vous poser des questions sur ce que vous construisez. Et par exemple, toute la partie rafraîchissement, rénovation, en fait, ça peut se travailler très facilement en essayant en fait d'utiliser en fait des éléments sur lesquels on n'a pas, enfin, on favorise en fait tout ce qui est rafraîchissement. C'est-à-dire avoir des sols en fait, qu'on n'a pas besoin de changer en fait, qui s'épuisent pas. Donc par exemple, nous dans nos locaux, on a des sols en béton brut. On a en fait tous les rails en fait, toutes les tuyauteries sont apparentes, et ce qui permet en fait de faciliter en fait leur changement. On n'a pas besoin d'aller casser une cloison pour faire ça. Donc, il y a plein de petites choses qui existent pour pouvoir essayer de réduire, en fait, en tout cas, ces impacts de rafraîchissement et de rénovation. Et du coup, il y avait une question de Louis-Joseph sur où est la part de déconstruction de déchetterie. En fait, dans ces études, la destruction et la déchetterie sont inclus en fait dans les calculs qui sont faits à chaque fois dans les rafraîchissements et dans les rénovations. Parce que en fait, pour faire une ACV bâtiment, je crois que d'ailleurs c'est la slide d'après. Si Constance, tu veux bien changer, merci. Du coup, il y a des bases de données qui existent en fait pour faire ce type de calcul. Donc, on a notamment en France une base qui s'appelle la base de données INIES, qui regroupe en fait ce qu'on appelle des fiches de données environnementales et sanitaires pour les matériaux de construction, c'est-à-dire des ACV en fait, de produits de construction. On a la base la plus complète qui existe en Europe, qui montre des références de bâtiments, et c'est comme ça en fait qu'on peut calculer les ACV bâtiments qui sont demandés par l'ARE 2020. Et dans cette base, en fait, justement, dans les ACV, ça prend en compte pour chaque matériau quel est l'impact de la phase de fabrication, la phase d'installation, la phase d'utilisation et la phase de fin de vie. Et la phase de fin de vie est très souvent négligeable par rapport aux autres phases du système. Donc attention, juste si vous regardez cette base de données, on ne peut pas trop comparer les FDES entre elles. À l'échelle d'un produit, il faut vraiment les comparer à l'échelle du bâtiment, parce que souvent, elles ont ce qu'on appelle une unité fonctionnelle qui est différente. Vous ne pouvez pas comparer en fait quelque chose qui vous dit là, c'est l'installation d'1 mètre carré de fenêtre versus c'est une taille de fenêtre. Donc attention, parce que à la comparaison, pour que vous soyez sûr que le système est exactement le même. Donc il faut plutôt l'intégrer dans une comparaison globale à l'échelle d'un bâtiment. Et puis après, sinon, il y a la base de données CAPOB, qui est une base de données générique suisse qui est adaptée au secteur de la construction et qui est un peu plus simple à utiliser. Ça, c'est si vous voulez juste quelques ordres de grandeur quand vous vous posez des questions sur cette phase-là. Et du coup, après, une fois qu'on a vu comment on comptait, on peut voir aussi comment on va réduire en fait l'impact de cette phase de construction. Donc, une des options, c'est l'utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés. Et du coup, ça, c'est le bois, la paille, le chanvre, le lin, le coton recyclé, la terre. On ne va pas faire de journée à Lyon, mais par exemple, nous, quand on fait des journées à Lyon, on les fait dans un bâtiment qui a été construit en terre. C'est de la terre crue qui est la partie structurelle du bâtiment, la terre et du bois. Et quand vous regardez en fait, sur la petite carte à côté, c'est juste pour vous montrer en fait que de toute façon, les modes traditionnels de faire, en fait, ils étaient dans les différentes régions, ils étaient beaucoup plus, ils étaient dépendants en fait des matériaux qu'on trouvait localement. Et notamment en fait de ce qu'on pouvait faire. Donc en fait, est-ce qu'on utilisait de la bauge, est-ce qu'on utilisait du pisé, donc ça dépendait un petit peu de ces éléments-là. Et il y a l'OID qui a fait un guide sur les écomatériaux qui est notamment régionalisé et qui montre des exemples aussi, en fait, qui répond aux questions de est-ce qu'il y a des ATEX sur ces matériaux-là, donc est-ce que vous pouvez les utiliser en fait de manière assurantielle, et en fait qui vous donne aussi des lieux de production et des gens qui sont capables aussi de les poser. Donc, si on passe à la suite, l'autre option, c'est aussi donc, le réemploi et l'économie circulaire. Donc, il y a de plus en plus de plateformes de réemploi de matériaux de construction qui sont en train de se créer, de matériaux et d'équipements de construction. Donc, là, par exemple, à Lyon, il y a Mineka.
Il y a Cyclope qui est à Paris et à Lyon. Il y a Bellastock qui sont des architectes qui sont spécialisés sur le sujet. Et juste pour vous montrer en fait ce que ça peut faire, mais par exemple, la façade du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne qui avait été faite avec des remplois de fenêtres qui venaient de partout en Europe. Bon, là, ce n'était pas forcément tant pour l'impact environnemental que pour la symbolique qu'il y avait derrière. Donc, du réemploi à faire plutôt près de chez soi, normalement. Et où, par exemple, la façade du pavillon circulaire qui avait été construit à Paris et qui regroupait, en fait, qui avait été fait avec 180 portes en chaîne issues de bâtiments parisiens. Il y a il y a différentes manières de faire pour réutiliser, en fait, des fois aussi des choses qui étaient pas forcément de les détourner, en fait, de leur emploi initial. Et le réemploi, ça commence avant tout aussi par vous, quand vous faites des travaux, de vous rapprocher de plateformes de réemploi pour donner en fait les matériaux et équipements qui peuvent être encore utilisés. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer par utiliser, mais déjà par donner ce que vous n'utilisez plus. Et à faire un diagnostic pour voir ce qui peut être réemployé. Maintenant, si on regarde un peu plus cette fois la phase d'utilisation, donc déjà juste quelques ordres de grandeur sur de l'efficacité énergétique. Est-ce que, en fait, pour rappel, la température recommandée pour les activités de bureau, en fait, elle se situe entre 19 et 21 degrés, que dans les sanitaires, on n'est pas obligé de chauffer autant. Et pareil pour des salles de réserve ou pour des salles d'archives. Et est-ce que vous savez de combien en pourcentage on diminue de degrés la température si on diminue d'1 degré la température de consigne, combien on peut gagner sur la consommation annuelle en chauffage? Est-ce que vous avez une idée en pourcentage? Si je diminue de 1 degré, combien je gagne? 10%. Alors, Julie dit 30%. Christophe dit 20%, Anne-Laure dit 7%, François dit 15%, Anaïs 7%, 10%, ok. Et du coup, l'ordre de grandeur, c'est bien, vous aviez le bon truc, c'était entre 5 et 10%. Et il y avait aussi une remarque de Louis-Joseph qui disait qu'à 19 degrés, les salariés assis protestent. Alors là, je pense que c'est vraiment aussi qu'une question d'habitude, clairement, parce que aussi de savoir s'habiller. Les gens ont perdu un peu l'habitude de s'habiller en hiver. Je pense que il y a des fois où faut accepter de mettre un pull, des écharpes, etc. Parce qu'il y a plein d'entreprises où en fait, ils sont passés à 19. Et en effet, comme dit Anaïs, ça dépend de l'isolation des bâtiments et d'air. Donc, faut aussi adapter à chaque situation personnelle. Il faut bien vérifier aussi quelle est la température, parce que ce n'est pas parce que vous avez une température de consigne à 19 que la température effective dans les locaux est de 19. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien vérifier. Et parce que, en effet, si vous mettez une consigne à 19 mais qui fait que 17, là, ça fait froid. Et sinon, il y a Julie qui dit qu'on peut distribuer des flèches aussi. Donc surtout, voilà, il faut bien vérifier ces éléments-là aussi. Et si possible, du coup, dans la logique de contrôle de bâtiment, avoir en fait des consignes aussi par bureau ou éventuellement, l'idéal, c'est même par poste de travail, en fait, d'arriver à avoir des éléments au niveau du poste de travail. Autre ordre de grandeur. Donc déjà, la température recommandée pour la climatisation, en fait, elle est de 8 degrés d'écart maximum avec la température extérieure. Donc, quand on règle une température de climatisation, on ne la règle pas par rapport, on ne dit pas, en fait, 25, on dit, s'il fait 30, en fait, on fait maximum moins 8. Donc, plutôt, même quand il fait 40, en fait, ça serait plutôt faire une climatisation à 32. Parce que sinon, ça fait des écarts de choc thermique qui sont trop importants pour le corps. Et aussi, en fait, qui réduit l'efficacité des systèmes de climatisation.
Donc en été, pareil, si on augmente plutôt, du coup, cette fois, la température de 1 degré, en passant de 25 à 26 degrés, de combien on réduit la consommation annuelle de l'équipement? Est-ce que, pareil, ordre de grandeur en pourcentage, si vous avez une idée. Alors, j'attends la réponse aux questions, Antoine, et après, je prends votre question. Donc, il y a Louis-Joseph qui dit 5%, Julie qui dit 0. Et du coup, les autres, ça ne vous inspire pas? 5, 10, 15, 18. C'est des valeurs très précises. 4, entre 5 et 10 ou 5 à 10. OK. En fait, là, la réponse, c'était 10 à 15, et c'était pour vous montrer que c'était plus impactant d'augmenter d'augmenter un peu la température de consigne de la climatisation que celle du chauffage, en fait. Parce que c'est un élément qui est souvent plus énergivore. Et du coup, il y avait une question d'Antoine. Non, excuse-moi, c'est une erreur de manipulation, j'ai retiré ensuite là. D'accord, ok, pas de souci. Et juste pour vous donner une idée, généralement, les moyennes qu'on observe, donc là c'est que quand on fait une réalisation d'audit et de suivi énergétique, on arrive à avoir des gains de 10 à 25% sur la facture énergétique annuelle du site, parce que souvent on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont mal réglés, en fait, et du coup sur lequel en fait on peut travailler. Donc en fait, déjà rien qu'avoir un suivi énergétique, en fait, ça nous apprend des choses sur les bâtiments, et surtout sur des bâtiments neufs. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de calculs qui sont faits en conception. Généralement, c'est bien d'avoir un suivi la première année, parce qu'en fait, le temps que le bâtiment se mette en chauffe, se stabilise, en fait, c'est là où on va se rendre compte s'il y a des éléments qui ne consomment pas comme prévu initialement. Donc, c'est très important d'avoir un suivi au moins les premières années. Et par exemple aussi, l'entartrage, l'embouage du réseau de chauffage, c'est 7 mm de tartre, 40% de surconsommation de chaleur, par exemple. Et ça, c'est sur un autre aspect, mais par exemple, mettre en place des mousseurs sur les robinets, c'est 30 à 70% d'économie d'eau, et le taux de retour sur investissement, il est inférieur à 1 an. Et du coup, il y avait Louis-Joseph qui avait dit qu'en août 2030, on sera tous en maillot de bain au bureau avec un petit smiley. Alors, c'est peut-être pas en maillot de bain, mais sachez qu'il y a des pays, par exemple, comme le Japon, où il est interdit de venir en costume en hiver. Donc, la question de comment on s'habille et qu'est-ce qu'on autorise, en fait, en termes d'habits par rapport à la chaleur. Est-ce que climatiser pour que en fait, des hommes puissent s'habiller en fait, avec un costume, une chemise et une cravate l'été, est-ce que ça a vraiment du sens? Dans une perspective 2050 où on aura tous très chaud et où on aura très peu d'énergie, je pense que ça sera des choses qui pourront être. On pourra peut-être suivre l'exemple du Japon sans forcément se mettre en maillot de bain. Alors, pour la suite, du coup, sur pourquoi c'est important de regarder cet aspect bâtiment? Parce que, en fait, quand on regarde, ça, c'était le bilan carbone qu'on vous a donné sur un établissement de l'enseignement supérieur. Donc, il y a une grosse part qui est liée au déplacement, mais l'énergie, c'est le second poste juste après. Et il y a toute une part qui est liée à l'amortissement des bâtiments, qui est également présent. Donc, en fait, si on fait ça, on voit qu'on équilibre à peu près le poste déplacement. Donc, c'est un des plus gros postes à regarder, le bâtiment sur votre secteur. Donc, si on regarde pour la suite, c'est aussi des enjeux financiers, parce qu'aujourd'hui, l'électricité, elle a fait plus de 155% depuis 2021, que le gaz, lui, il a augmenté de plus de 194%, que en fait, les quotas en fait, de CO2 prévus en fait, pour l'industrie entre 2021 et 2030, eux, en fait, ils baissent de moins 2,2%, et que en fait, aujourd'hui, si jamais il y avait une taxe, mais en gros, on voit que la tonne de CO2, elle est en fait à 100 € en fait, sur les marchés début 2023. Donc, c'est aussi avant tout en fait,
avant aussi d'être un enjeu bilan carbone, du coup, c'est aussi un enjeu financier. Donc, et puis ça vient en fait, dans tout un tas de contrats extérieurs. Donc, là, justement, on avait mis encore d'autres directives. La taxonomie, la CSRD regarde la consommation d'énergie, le décret tertiaire. Il y a des enjeux européens aussi sur la mise en place de rénovation énergétique. Il y a le décret BECS, il y a des directives sur le gaz, la loi d'accélération de production d'ENR et la loi LOM pour tout ce qui est en lien plutôt cette fois avec la partie borne de recharge et stationnement. Donc, en fait, pourquoi il faut décarboner son énergie? C'est pour respecter les réglementations, pour décarboner ses services et sa chaîne d'approvisionnement, maîtriser ses coûts, diminuer sa dépendance aux énergies fossiles, répondre aux attentes de ses parties prenantes et c'est une nécessité pour pouvoir avoir des financements pour faire autre chose. Oui, Nathalie? Alors, moi, j'adhère complètement à ce que tu dis, Marine, mais je trouve qu'il y a quand même un changement de paradigme à un moment donné à avoir sur l'investissement au départ. Parce que c'est souvent, enfin, je trouve qu'il y a quand même peu de leviers, que ce soit au niveau individuel ou professionnel. On est rapidement confronté à la contrainte financière au départ sur le projet, alors même que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il faudrait peut-être investir sur des matériaux biosourcés qui coûtent plus cher en investissement au départ sur du bâtiment neuf pour pouvoir derrière amortir en termes de coûts. Mais on n'est pas aujourd'hui dans ce paradigme-là et il n'y a pas de levier financier en plus pour nous soutenir dans cette dynamique-là. Alors, là, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a eu des aides finalement. Enfin, il y a eu certains établissements qui ont pu bénéficier dans des cas. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop comment, mais par exemple, la semaine dernière, vous avez eu le témoignage de Chloé. On avait on avait aussi accompagné le CNSMD de Lyon. Et eux, ils avaient eu des aides dans le cadre de France Relance et dans le cadre de France 2030 pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Est-ce que c'est significatif au niveau national? Ouais, est-ce que c'est représentatif au niveau national? Enfin, c'est ça qui est. Je trouve qu'ils sont difficiles à aller actionner ces leviers-là, alors que. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aussi bien calculer des taux de retour sur investissement sur vous aussi. En fait, quand je disais que les prix d'énergie augmentent, en fait, et les prix d'énergie vont augmenter. Donc, c'est. Convaincu. Mais c'est juste le billet à mettre sur la table au départ, il est plus gros si on est sur un bâtiment vertueux avec du matériau biosourcé, etc. C'est ça que je veux dire. Et ça, je trouve, alors peut-être a fortiori sur du bâtiment public, non, mais je veux dire, sur des tertiaires comme nous, universités, on est quand même plus ou moins rattaché. Le bâtiment, ils appartiennent à la ville parfois, ou à l'État, ou au ministère, voilà. Et c'est compliqué, en fait, d'aller solliciter les institutions. C'est compliqué, c'est pas compliqué de les solliciter, mais c'est compliqué d'avoir une réponse favorable sur un billet, une fois et demie plus gros pour pouvoir, à long terme, avoir ce... En fait, alors, la question de bâtiment vertueux et de la construction vertueuse, elle se joue aussi beaucoup dans le neuf. Et en fait, dans le neuf, encore plus que dans la rénovation, en fait. Parce que dans la rénovation, comme je disais, l'enjeu, c'est avant tout de travailler sur l'exploitation. Donc déjà, travailler sur ce que vous allez consommer avant de réfléchir à la partie construction. Et la partie construction, ça doit être votre focus quand vous êtes en neuf, déjà. Déjà, ce truc-là. Et en plus, la construction neuve, du coup, elle est encadrée par la RE 2020. Et là, en fait, vous n'aurez pas le choix. Je veux dire, en fait, à un moment, ça sera juste est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que vous ne pouvez pas le faire, parce que ça sera obligatoire d'avoir un comportement vertueux pour pouvoir respecter les normes. Et on avait fait intervenir des gens qui avaient fait des études sur cette fois, en fait, la partie en raisonnant en coût global.
un coût global construction et pas coût d'investissement, en fait. Ouais. Et du coup, sur le coût global, il montrait qu'à un moment, c'était enfin, ça allait devenir, en fait, ça va être de plus en plus cher de construire neuf, concrètement. Enfin, ça, c'est sûr. Et par palier de la RE 2020, ils évaluaient à 5% de supplémentaire le coût justement d'absorber en fait le seuil et du coup de faire mieux sur la partie constructive. Et que ça allait aussi mathématiquement pousser en fait à aller vers de la rénovation où on se posera un peu moins ce genre de questions. Donc, l'enjeu, il est aussi là. Antoine? Non, mais comme disait Nathalie, même si on est des universités privées, on est sur des bâtiments publics. Et la politique des bâtiments publics, même s'ils se tiennent aux décrets tertiaires et à ces stratégies de décarbonation, c'est toute une réalité. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par un autre collègue. Je vois simplement, nous, ici, sur Lyon, on veut se prémunir sur l'achat des fluides en mettant un nouveau poste. On a un budget donné par Enedis pour avoir un nouveau poste et pouvoir s'alimenter et être autonome en termes de ça. Et l'université Claude Bernard Lyon 1 nous a dit que non, il fallait voir avec les services juridiques, c'est-à-dire qu'ils achètent pour les HCL, les hôpitaux de Lyon et les universités, les fluides, l'électricité à des prix qui ne sont pas forcément avantageux malgré le potentiel et le volume qu'ils représentent. Donc, si tu veux, ces chiffres-là, moi, je les dément pas, mais pour revenir là-dessus, sur un bâtiment public, on n'est pas sur un bâtiment privé ou tertiaire lambda. On n'est pas dans cette... on a construit un nouveau bâtiment, là, Irène Joliot-Curie. Voilà. L'exploitation, c'est tout et n'importe quoi. On n'est pas dans le sens d'une exploitation normale d'un bâtiment. Et rien que les achats des énergies, oui, plus de 155%, je suis d'accord, mais quand on veut être autonome, on est obligé de parler de centrale d'achat qui est une IHA. Voilà. Et où eux-mêmes disent, on n'achète pas forcément au mieux disant l'énergie. Ouais, alors les achats au mieux disant de l'énergie, faut faire aussi un peu attention. Enfin, je veux dire, l'énergie, c'est un marché. Et honnêtement, ça n'a aucun sens que ce soit un marché. Ça, c'est ce que j'aborde par la suite. Enfin, bon, peu importe. Enfin, là, le côté central d'achat, ça, c'est justement, ça, c'est des points en fait de blocage. Ce qu'on n'abordera pas dans la partie bilan carbone, mais dans la partie stratégie climat, il y a plein de choses à changer en fait, et qui sont pas liées en fait juste en fait à la partie carbone ou pas carbone, mais en fait de comment on peut réussir pour se transformer, il va falloir aussi transformer certaines manières de fonctionner. Donc, ça c'est ça complètement un autre sujet de ça. Et après sur la partie production versus achat, j'y reviens juste après, je pense, hein, juste pour vous expliquer. Alors, bon, ça, c'est juste pour rappeler, mais en fait, quand on veut travailler sur l'énergie, il faut le faire dans un certain ordre. Donc, la première chose, c'est de connaître en fait de quoi on parle, donc de bien d'établir un audit énergétique, d'élaborer un plan d'action pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, quand on va travailler sur ce plan d'action, on va travailler sur d'abord comment mieux consommer. Donc, ça, c'est en fait comment on met en place d'abord de la sobriété énergétique. Donc, d'abord, la première question, c'est comment on fait pour consommer moins. Ensuite, comment on fait pour travailler avec des équipements qui soient efficaces. Donc, comment on peut instrumenter, monitorer, piloter, s'assurer qu'en fait, tous les équipements qu'on utilise, en fait, ils sont au maximum de leur capacité d'utilisation et qu'on n'est pas en train de sous-utiliser un élément. Et ensuite seulement, on va travailler sur des sources d'énergie bas carbone. Donc, c'est vraiment dans cet ordre-là. Ça, c'est aligné avec plein d'autres acteurs comme Negawatt sur ce qu'ils disent, quoi. C'est sobriété, efficacité, et puis ensuite sur du bas carbone. Alors, ensuite, pour la suite, donc, sur comment on comptabilise l'impact de l'énergie. Alors ça, c'est un point important parce que
Du coup, on le disait la semaine dernière, il y en a certains d'entre vous qui vont utiliser la méthode française du BGES et d'autres qui vont utiliser la méthode internationale du GHG protocole. Et il y a des éléments de différence sur la manière dont on compte l'électricité, dont on compte l'énergie et notamment l'électricité. Donc déjà, juste aussi petit rappel, aujourd'hui, nous, quand on parle de consommation d'énergie finale. Donc l'énergie finale, c'est vraiment tout ce que vous consommez chez vous. Quelle va être la consommation à votre compteur. Mais quand on parle d'énergie finale, du coup, en fait, pour consommer 1 kWh d'électricité en France, alors là, en fait, de manière réglementaire, on dit qu'il faut 2,3 kWh d'énergie primaire, c'est-à-dire qu'il faut produire 2,3 kWh pour en consommer 1. La réalité, en fait, elle est plutôt, ça, c'est ce qu'on considère d'un point de vue réglementaire, mais d'un point de vue physique, on est plutôt, en fait, pour consommer 1 kWh, il faut en avoir produit 3. Parce qu'on a des pertes de transport liées à notre réseau de distribution et parce qu'on a des pertes de production. Donc là, on vous a donné une petite idée. Et après, sur tout ce qui est combustible, gaz, fuel, etc., là, on considère que en fait, 1 kWh d'énergie primaire égale 1 kWh d'énergie finale. Donc, pour vous donner une idée sur les méthodes de comptabilisation, le BEGES, donc la méthode française, on fait ce qu'on appelle une comptabilité en location base. C'est une méthode qui est obligatoire. Donc, ça veut dire qu'on prend le mix moyen de consommation sur la géographie qu'on considère. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser le mix moyen de la France. Peu importe, en fait, quel est votre fournisseur d'énergie. En GHG protocole, on doit faire les deux méthodes, le location-based et le market-based. Et le market-based, c'est-à-dire que vous prenez en compte non pas le mix moyen, mais en fait le mix de votre fournisseur en considérant notamment toutes les garanties d'origine qu'il a pu acheter. Donc le marché, en fait, l'énergie, c'est aujourd'hui un marché. On a globalement, si je simplifie, un producteur d'énergie en France, d'électricité, qui s'appelle EDF, qui revend ensuite l'énergie qui est produite par type de kilowattheure sur un marché où d'autres personnes qui sont des fournisseurs d'électricité et qui ne sont pas forcément des producteurs achètent en fait ces kilowattheures pour fournir des paquets, notamment par exemple d'énergie verte, qui revendent ensuite à d'autres personnes en tant que fournisseurs d'électricité. Donc, quand vous avez des contrats verts d'électricité, globalement, ça veut pas du tout dire que votre électricité, elle est produite de manière durable ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui a acheté de l'énergie en ayant ses garanties d'origine. Et concrètement, ça ne garantit pas. L'idée, c'est une vision très anglo-saxonne, on va dire, et très libérale de la manière de voir l'électricité, en disant que en favorisant l'achat d'électricité verte, on va favoriser les acteurs, on va inciter les acteurs à produire plus d'électricité verte. Ce qui aujourd'hui n'est pas vrai. Ça fait pas bouger vraiment les lignes d'après ce qu'on voit. Et du coup, la plupart des gens qui proposent aujourd'hui des garanties d'origine sur le marché français, ils achètent de l'énergie pas chère la nuit, qui provient en fait des barrages et qui est peu utilisée, et du coup ils la revendent sous paquet d'énergie avec garantie d'origine et d'énergie verte, et du coup ils la revendent pas cher parce qu'ils l'ont achetée pas très cher. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'électricité qui est utilisée à d'autres heures de la journée est réellement verte. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur le site de l'ADEME. On vous le remettra dans les ressources de la visio. Mais il y a le label VertVolt qui existe et qui, lui, donne des vraies indications sur est-ce que les kilowattheures consommés sont réellement verts. Donc ensuite, si on passe à la suite, donc
comme je disais, location base, en fait, c'est le mix moyen énergétique du pays, quel que soit le contrat. Et du coup, là, c'est juste pour vous donner une idée des différences en fonction des pays. Donc, nous, on a la chance d'avoir un mix électrique qui est très peu carboné, donc à 52, mais en fonction des pays, en fait, la différence, par exemple, avec le gaz, n'est pas si évidente que ça, notamment, par exemple, en Allemagne et en Chine. Et ensuite, sur le mix énergétique, là, comme on disait tout à l'heure, il dépend des sources utilisées. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'il y a des différences entre les émissions de CO2 de combustion et les émissions de CO2 amont, qui sont liées plutôt à… Donc, tout ce qui est amont, c'est lié à la construction et à l'acheminement en fait, des combustibles qui ont servi à générer l'électricité. Donc, sur des énergies fossiles, en fait, la problématique, c'est avant tout les émissions de CO2 liées à la combustion. Et en fait, quand on regarde sur la partie électricité, en fait, toutes les émissions ont lieu plutôt en amont. Oui, Alix? Oui, est-ce que tu peux juste revenir sur la slide d'avant, Ouais. sur le mix énergétique? Est-ce que tu peux juste, moi j'ai un peu du mal toujours avec ça, quand c'est 52, ça veut dire quoi? Enfin, quand tu dis le mix énergétique, il est de 52 en France, ça Alors, veut dire c'est quoi? mix électrique, hein, c'est kilowattheure d'électricité. C'est 52 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure en prenant les émissions de amont et de combustion sur les centrales. Pour fabriquer l'électricité, en fait. Oui, c'est ça. En D'accord. moyenne sur l'année. Ok, d'accord. Merci. Donc là, pour vous donner et du coup, dans le market base, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il y a d'un côté, vraiment la partie les producteurs d'électricité qui vendent des certificats qui sont ensuite rachetés par des fournisseurs. Donc, on peut passer par la flèche directement si on achète son électricité à EDF, par exemple, ou sinon, on passe par les petites flèches grises. Et ça, c'est seulement valorisable dans le GAG protocole, sous couvert aussi d'avoir les certificats d'origine directement utilisés. Et donc, juste pour rappel, les consommations d'énergie des bâtiments, ça représente le plus souvent la majorité des émissions des scopes 1 et 2. Du coup, ça sera dans le scope 3 si en GAG protocole, il y aura à chaque fois, il y a une partie, en fait, alors là, je pense qu'il y a une erreur sur cette slide, mais ça correspond, l'énergie, c'est dans les scopes 1 et 2 majoritairement, et il y a une partie dans le scope 3, en fait, pour tout ce qui est amont de l'électricité, ça se compte dans le scope 3. Ça, c'est des petites spécificités qu'on vous donnera en coaching. Et là, je voulais qu'on passe à la partie conclusion pour avoir le temps de passer sur le Notion. Il y a une question aussi de Louis-Joseph Ah oui. sur est-ce qu'on choisit ou GHG, ça va être défini pendant le premier coaching? Oui. En fait, en gros, globalement, si vous n'êtes pas soumis à la CSRD, en fait, nous, on vous conseille de faire BEGES parce que c'est ce qui est utilisé le plus souvent dans le secteur et ce qui va vous permettre de vous comparer entre vous. Donc, du coup, juste pour conclure sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, pour décarboner globalement, là, indépendamment si on parle d'usage ou de construction, donc déjà, le but, c'est de réfléchir sur l'usage, réduire en fait le besoin net en mètres carrés, travailler sur de la sobriété foncière, de l'immobilière, comment on fait pour densifier, mieux occuper le parc existant, partager, travailler sur les qualités d'usage. Ça, c'est des vrais enjeux, aussi parce que, par exemple, vous avez aussi des locaux qui sont vides à certains moments de l'année et qui sont, en termes d'intensité d'usage, peuvent être travaillés. Ça, c'était des choses qu'on avait vues avec notamment la première promotion avec laquelle on avait travaillé.
Comment on consomme aussi moins d'énergie, donc comment on travaille sur de la sobriété, donc énergétique, sur de l'efficacité, comment on consomme moins de matériaux, donc comment on fait de la frugalité, de l'éco-conception, on s'assure qu'il n'y ait pas des matériaux qui sont inutiles, en fait, ou qu'on va casser systématiquement dès qu'on va vouloir toucher à quelque chose. Et ensuite, seulement, on se pose la question de comment on consomme mieux de l'énergie plutôt orientée bas carbone, des ENR, ou comment on consomme des meilleurs matériaux, biosourcés, géosourcés, béton, comment on favorise du stockage carbone. Et du coup, il y a un des sujets qu'on n'a pas encore aussi abordé aujourd'hui, mais quand on parle de bâtiments, et on aura l'occasion d'en reparler aussi un peu plus tard dans le programme, il ne faut pas oublier le sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est le sujet de la slide d'après, avec différentes stratégies d'adaptation. Par exemple, une stratégie, c'est les revêtements de toit à fort albédo. Nous, on a des clients, notamment qui étaient en pharma, qui avaient besoin, non pas de rafraîchir leur lieu de stockage, mais à minima d'avoir des températures qui soient contrôlées et qui soient en dessous de 25 degrés, qui hésitaient à installer de la climatisation, qu'on peint le toit de leur hangar, alors qu'ils étaient en Bretagne en plus, en blanc, et qu'on réussit à réguler leur température à l'intérieur de leur stockage comme ça, juste juste en peignant le toit en blanc, donc avec un taux le ROI était hyper intéressant par rapport à ce qu'ils attendaient. Donc il y a aussi tout ce qui est stratégie de l'orientation bioclimatique du bâtiment, tout ce qui est brise-soleil extérieur pour ne pas laisser rentrer la chaleur, la végétalisation autour du bâtiment. D'autres éléments aussi sur lesquels on pense moins, mais la mise hors d'eau des équipements essentiels, comme les serveurs, comme les réseaux électriques, parce qu'en fonction des lieux où vous êtes, du coup, vous pouvez être plus ou moins sensible à tout ce qui peut être risque de submersion. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on regardera dans la deuxième partie du programme. Et si tu peux juste, Constance, cliquer sur le lien vers BATADAPT. Hop. Donc, du coup, sur BATADAPT, ce qui est intéressant, il ne te renvoyait pas vers l'autre site je cherche la carte, tu vois, je ne sais pas si tu vois. Attends, sinon je vais reprendre la main sur le partage si ça te va. C'est pour présenter ce que je vais faire. En fait, ici, vous pouvez débuter une analyse en rentrant l'adresse de votre bâtiment. Donc là, je vais mettre par exemple le bâtiment où on est. Donc vous pouvez dire si c'est une nouvelle construction ou un bâtiment en exploitation. Et vous pouvez ensuite renseigner différents éléments, la surface, l'année de construction, la famille du bâtiment, le type, si c'est du bâtiment résidentiel, est-ce qu'il est mitoyen, est-ce qu'il y a une rénovation. Vous pouvez remplir plein d'éléments pour personnaliser l'analyse. Également, par exemple, le type de façade, les matériaux qui sont utilisés. Hop, lancer une analyse. Et en fait, vous pouvez ensuite observer différents éléments. Donc, il y a des nouveaux éléments là qui sont liés à la biodiversité sur lesquels je ne vais pas forcément insister. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était les indicateurs de BATADAPT. Donc, vous avez des indicateurs prospectifs ou non prospectifs en fonction des thématiques. Donc, par exemple, pour voir quels seront le nombre de jours avec une température supérieure à 35 degrés et je peux choisir quel va être mon scénario climatique. Est-ce que ça va être à horizon 2030, 2050, 2070, 2090 et je peux choisir si on arrive, donc ambitieux, si on arrive à une température
une augmentation d'1,5 degré ou business as usual, est-ce qu'en fait, on va réellement augmenter énormément nos éléments. Donc, je peux regarder ça pour différents éléments. Donc là, c'est pour la chaleur. Je peux le regarder pour tout ce qui est sécheresse et RGA, donc retrait et gonflement des argiles. Pour tout ce qui est précipitation et inondation, dynamique littorale si je suis près des côtes. Donc là, ça ne va pas trop jouer. Par exemple, nous, on est proche, on peut regarder ici en fait les écarts de précipitation, les feux de forêt, les grands froids et les mouvements de terrain. Donc, vous pouvez regarder ça directement sur la carte et vous pouvez aussi obtenir un diagnostic directement ici où en fait, là, en fonction des différents éléments que j'ai renseignés, on me donne un indicateur de gestion du risque. Est-ce que en fait, il est plutôt moyen ou est-ce qu'il est plutôt fort et élevé? Donc, vous voyez qu'en fonction de ce que faut que je remplisse pas mal d'informations en fait pour qu'il puisse me donner des détails. Mais du coup, après, il peut me donner aussi un plan d'adaptation de ce que je dois faire pour mon bâtiment. Ici, si je clique ici, j'ai les recommandations adaptatives à mettre en place avec des scores indicatifs et les co-bénéfices que ça peut représenter. Donc ça, c'est particulièrement intéressant à faire en fait pour à peu près, en tout cas, à minima pour travailler à l'échelle du campus sur ces sujets-là. Donc, parce que dans le secteur du bâtiment, c'est quelque chose à ne pas oublier, le sujet, on va dire, de l'adaptation quand on parle de réchauffement climatique. Et on vous a mis également ici les scénarios de bâtiments demain qui peuvent vous donner des idées pour vous projeter en fait dans le secteur pour voir comment va évoluer le secteur du bâtiment. Et du coup, là, c'est un résumé de comment en fait le secteur du bâtiment il peut contribuer à la neutralité carbone. Donc la première chose, ça c'est basé sur la Net Zero Initiative qui a été lancée par Carbone 4 et sur laquelle on reviendra dans une des visios. Donc, le premier point, c'est réduire les émissions sur son périmètre. C'est-à-dire, si on a des bâtiments existants, travailler sur tout ce qui est sobriété, gestion de l'exploitation et rénovation. Et sur la construction neuve, c'est optimiser l'empreinte carbone de la construction. Ensuite, il y a comment on peut réduire les émissions en dehors de son périmètre. Donc ça, c'est en lien aussi avec les autres thématiques qu'on va aborder dans les visios, et notamment la politique, les thématiques liées à la mobilité et à l'alimentation. Après, quand on est des acteurs du secteur du bâtiment, ça va être proposer des produits performants et bas carbone, donc ce n'est pas votre cas, ou aider les acteurs du territoire à rénover d'autres bâtiments. Donc ça pourrait être justement l'État, par exemple. Il y a un label bas carbone qui existe et qui permet, aujourd'hui, il est très connu pour favoriser, par exemple, des éléments de plantation, mais il peut aussi être utilisé pour financer, justement, des projets de rénovation énergétique ambitieuses. On peut, en fait, justifier de dire, si je suis en fait un label BBCA biosourcé, par exemple, sur un bâtiment neuf ou un BBC rénovation avec du biosourcé, avoir des financements avec le label bas carbone. Donc, ça peut être une manière, pour certaines entreprises, d'aider d'autres personnes à réduire leurs émissions. Et du coup, de contribuer aussi à l'augmentation des puits de carbone. Donc, ça, c'est ce que toute organisation qui travaille sur le sujet va faire en finançant des projets de puits de carbone, mais bien sûr en ayant décarboné avant. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas entouré. Mais surtout, quand on est dans le secteur du bâtiment, en favorisant des produits bois et biosourcés à longue durée de vie et le plus possible le réemploi et le recyclage, et en limitant l'artificialisation des sols. Parce que l'artificialisation des sols, c'est un vrai sujet aussi sur l'empreinte carbone. On le verra s'il y en a certains d'entre vous qui ont utilisé nous, c'était dans le cas, dans la première promo ESR, il y avait des gens qui avaient artificialisé des surfaces pour construire un nouveau bâtiment, et ça représentait de mémoire, l'ordre de grandeur dans leur bilan carbone, c'était 10 à 15% de leur bilan carbone.
Donc, c'est quelque chose de pas négligeable et qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte quand on parle de bâtiment. Et voilà, je vous remercie un peu pour votre attention. Je peux encore prendre quelques questions. Et l'idée, c'est de laisser 10 minutes à la fin pour que Constance puisse vous présenter aussi le Notion pour être sûr que vous ayez tous accès et que vous ayez tous les informations. Oui, Julie? J'ai une question plutôt d'ordre individuel, mais dans mon logement à moi, si j'aménage mon jardin pour que ça fasse un puits carbone, est-ce que j'ai des aides pour ça ou pas? À l'échelle individuelle, alors non, je pense pas. Après, non, parce qu'il y a des aides pour au niveau agriculture, en fait, pour des gens qui vont faire des vergers. Et en plus, c'est des aides très régionales en fonction, en fait, des développements que les chambres d'agriculture encouragent ou pas. Donc à l'échelle individuelle, non. Tant pis. Donc, il y avait une question du coup sur où est-ce qu'on pourra retrouver la présentation et le lien pour le replay. Et bien, ça, c'est justement ce que Constance va vous présenter juste après. Donc, je vais vous partager 2 liens, sachant que c'est 2 liens qui seront également dans le mail de récapitulatif que je vais vous envoyer après. Le premier lien, c'est celui du Notion. Le deuxième lien, c'est le bon lien EduSlide que Gislain m'a fait remarquer qu'il ne fonctionnait pas. Donc là, normalement, celui-ci devrait fonctionner. Pour le Notion, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, c'est une page comme ça, c'est comme un site internet interne que nous, on a créé pour que vous ayez accès aux différentes ressources et qu'on puisse vous les partager. Donc ici, vous avez le récapitulatif de tout le programme avec les dates et les horaires des visios. Et quand vous cliquez dessus, vous avez du coup, donc là, je vais rajouter le lien de la vidéo ici, les supports de présentation également, et vous avez des ressources complémentaires si vous voulez aller plus loin sur la thématique. Pareil pour les workshops, j'ai rajouté également des photos de la journée, vous avez les PowerPoint des présentations, vous avez aussi quand il y aura des intervenants qui participent, vous avez également les coordonnées des intervenants si vous avez besoin ou envie de les recontacter par la suite. En dessous, si vous allez en dessous, vous avez normalement chacun le dossier de votre structure, où normalement vous avez tous accès au vôtre, pas à celui des autres. Et dedans, vous pouvez avoir accès du coup à une to-do list que vous avez à faire ou que vous pouvez noter les choses que vous avez à faire pour la prochaine fois, les questions que vous avez pour le coaching pour pouvoir après les reprendre plus facilement. Et c'est là également qu'on mettra les comptes rendus des coachings qui sont faits par école. Et vous avez aussi des ressources complémentaires pour... non, c'est une aide pour la collecte de données. Vous avez des ressources complémentaires sur certains sujets. Oui, Alix. Les collectes de données, on va commencer à le faire suite à notre premier coaching? Exactement. Ok, d'accord. Le premier coaching va vous permettre de paramétrer la plateforme avec les bons postes d'émission, voir est-ce que vous voulez qu'on crée des liens, mon empreinte pro, mon empreinte étudiante pour la collecte de données, voir également si on a une méthodologie GHG Protocol ou BGS, et donc vraiment cadrer la collecte pour après pouvoir l'orienter aussi de manière pertinente. Et donc, dans le Notion, vous avez aussi des ressources supplémentaires sur la transition bas carbone et sur le passage à l'action. Et on vous a également mis le lien du kit de communication dans lequel vous avez plein d'aides pour la communication interne et externe avec les différentes personnes que vous allez contacter tout au long de votre collecte, que ce soit pour les informer de votre démarche ou pour récupérer des informations. Donc, par exemple, si vous voulez partager votre questionnaire Mon empreinte étudiante, on a tout un exemple de mail que vous pouvez adapter pour votre structure et que vous avez après plus qu'à l'envoyer une fois que vous l'avez adapté. N'oubliez pas de l'adapter, mais du coup, ça vous permet de faciliter aussi toute cette communication-là.
et aux différentes étapes aussi de votre parcours dans le programme. Et je vais vous présenter aussi, on a un onglet, donc comme vous avez mentionné, de collecte de données pour les étudiants, qui est vraiment fait pour les étudiants. On vous partagera le lien aussi dans le mail, mais ça vous permet de voir, on est sur le résultat final, mais ça vous permet, enfin c'est comme un petit questionnaire qui vous permet de calculer au fur et à mesure votre empreinte en tant qu'étudiant et de venir collecter après pour vous l'empreinte totale avec une séparation des différents postes qu'on pourra intégrer dans votre bilan. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes ressources? Moi, j'ai pas de questions, mais sur le workshop 1, par exemple, je n'ai pas, moi, je vois pas les photos. J'ai la présentation, j'ai les fresques du climat et atelier réinventons nos vies carbone. Et après, j'ai le kit de communication. Ah, voilà. Pardon. Et si tu déroules, tu as les photos. Voilà. Ça marche. Il y avait une autre question quelque part que j'ai pas vu. C'est pas une question, c'est pour dire qu'en fait, on visualise tout dans Notion. En fait, il y a les tâches, tout ce qu'on doit faire, donc il faut juste prendre connaissance. C'est ça. Si jamais vous avez des difficultés avec le Notion, n'hésitez pas à en parler à de la personne qui vous accompagne. Mais du coup, le but est vraiment de rassembler ici toutes les connaissances et de vous accompagner aussi. C'est vraiment une aide pour tout ce programme. Et si vous avez déjà un peu exploré la plateforme, vous aurez remarqué que c'est aussi un Notion qu'on utilise pour les petites capsules d'aide pour chacun des postes d'émission. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires sur toute cette première visio? Non, c'était clair, merci. Merci à vous. Très intéressant. Normalement, d'ici la semaine prochaine, il y en a quelques-uns qui auront déjà commencé leur coaching 1. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une visio sur les déplacements, donc la mobilité à la fois des collaborateurs et des étudiants, et explorer cette thématique ensemble. Et encore une fois, n'oubliez pas de signer le lien EduSign. Et pour ceux qui le regardent en visio, le lien sera dans l'événement, donc n'oubliez pas non plus de le signer en visio, surtout pour les personnes qui ont des financements OPCO, parce que c'est obligatoire de suivre vos participations. Et du coup, je vous libère maintenant. Je sais qu'il y a des gens qui avaient des obligations à midi pile, donc je vous Merci Marine, merci Constance. Bonne journée à tous. Merci pour vos questions. Merci, bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.